Ce matin, on va commencer notre enquête de Vipassana dans la nature de l'esprit et dans la nature des apparences qui surviennent dans l'esprit. Donc c'est une intégration extrêmement puissante de Shamatha et de Vipassana. Les deux pour la conscience qui est vivace et stable de Shamatha. Donc quand on obtient Shamatha et qu'on demeure dans la nature essentielle de l'esprit, maintenant on est dans une posture parfaite pour investiguer la nature de l'esprit. Et donc le résultat et les réponses adviennent très rapidement. Quand nous avons éliminé tous les voiles qui nous empêchent d'expérimenter la luminosité et la non-conception et la félicité de la nature essentielle de l'esprit relatif. Et quand on demeure dans cela, on peut investiguer qui est en train d'expérimenter cette luminosité, cette non-conception et cette félicité. Quelle est la nature de cette conscience qui demeure même quand c'est une forme extrêmement limitée? Et donc la forme essentielle qui n'est même pas humaine. Et donc c'est une conscience germe, on pourrait dire, qui est là dans le continuum de tous les êtres. Qu'est-ce qui est là quand on tranche à travers l'identification avec cela, parce qu'on demeure seulement dans cet état d'esprit extrêmement subtil de la nature essentielle de l'esprit. Il peut toujours y avoir une saisie subtile de la non-conception, de la félicité et de la luminosité, de la clarté. Et donc il faut aussi trancher cette saisie. Normalement, dans la progression classique, Shamatha est obtenu d'abord et ensuite vous pratiquez Vipassana. Je sais que ça peut sembler différent des pratiques méditatives modernes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés avec différentes traditions de nos jours. Par exemple, sa sainteté le Dalai Lama a commenté en disant qu'il était un peu déçu qu'il y avait l'absence de l'emphase sur Shamatha dans les traditions actuelles. Et donc, traditionnellement, de manière classique, vous obtenez d'abord Shamatha et ensuite vous essayez d'employer Vipassana, la vision spéciale ou supérieure. Et dans ce cas-là, cette Vipassana va devenir beaucoup plus puissante. Donc, dans cette tradition aussi, Dudjom Lingpa dit tant que vous n'avez pas obtenu véritablement Shamatha, vous ne pouvez pas pratiquer vraiment Vipassana. Parce que vous pratiquez pour éliminer les afflictions mentales. Il faut réduire l'intensité et la fréquence des afflictions. Et ces apparences, qui sont les apparences qui vous adviennent clairement, vous avez ici cette conscience limpide et stable, et vous ne saisissez pas l'existence véritable. Et donc c'est très utile. Parce que si nous saisissons l'existence inhérente, on réifie ces apparences. Et donc on devient complètement affligé. On est attaché ou on a de l'aversion vis-à-vis de ces apparences parce qu'on est persuadé qu'elles existent de manière véritable. L'expérience que j'ai maintenant de quelque chose qui est, par exemple, de l'attachement, etc. Et on peut avoir un sens, une présence claire d'un objet. Et donc avec Shamatha, si on n'a pas la sagesse de voir que l'apparence ici n'est pas que l'apparence ici est la cause de mon plaisir à percevoir cette apparence agréable, etc.
Donc il faut percevoir la réalité. Et donc notre développement de shamatha, de la pratique de shamatha, on voit ici le maître Kamalashila qui dit dans les étapes intermédiaires de la méditation, page 12, avec la seule vision supérieure qui manque de sérénité, l'esprit du yogi est distrait par des objets. Et donc si on n'a que la sagesse ou la vision spéciale, ou la perspicacité, sans shamatha, sans la sérénité, l'esprit du yogi est distrait par les objets, comme une lampe à huile dans le vent. Elle ne sera pas stable, il ne sera pas stable. Pour cette raison, ce que voit la sagesse sublime ne sera pas très clair. Donc c'est le problème qui advient naturellement quand les gens s'appliquent aux pratiques de Vipassana sans avoir obtenu de stabilité et de clarté de shamatha. Vous pouvez facilement ou vous pouvez fréquemment avoir une vision spéciale fondée sur l'analyse de la réalité des choses. Et où ça peut être une perception spontanée qui advient. Chacun dans cette pièce, probablement, a eu des expériences extrêmement profondes de non-dualité. Je le devine, parce que ce n'est pas exceptionnel que les gens puissent avoir un aperçu pendant un certain temps, vous faites du yoga, quelque chose advient, ou d'un seul coup, vous avez un changement de conscience, une altération de conscience soudaine, et dans la non-dualité, la perception de la conscience, etc. Vous pouvez faire une analyse sur un thème particulier, par exemple la vacuité ou l'existence dépendante, et vous allez marcher, et d'un seul coup, ça vous, c'est comme un éclair, ça vous percute, et donc ce n'est pas stable. Et donc ce qui est absolument nécessaire pour le développement en psychologie, ce qu'on appelle une expérience de sommet, on pourrait dire, une expérience de pinacle, on pourrait dire, une expérience de la vacuité, une expérience qui a une puissance, qui peut transformer votre vie, qui peut réorienter votre vie. Si vous avez une expérience directe de l'impermanence, par exemple, ça peut vraiment vous motiver à continuer à mener une vie pleine de sens. Mais ces choses ne sont pas constantes. Vous revenez à percevoir le monde de la même façon que vous le voyiez précédemment. Et quand vous obtenez shamatha, à ce moment-là, la vision spéciale ou la perception devient stable, extrêmement puissante. Quand vous obtenez cela, vous ne le perdez pas. Et donc c'est probablement parce que shamatha lui-même, plutôt que d'être une expérience de sommet, une expérience, c'est un développement, c'est une nouvelle étape de développement. Par exemple, quand vous avez acquis une nouvelle langue. Par exemple, le matin, vous n'avez pas de vous efforcer à nouveau le matin pour apprendre un vocabulaire, etc. Quand vous avez obtenu une langue, vous l'avez pour vous, vous allez l'utiliser pour le reste de votre vie. Shamatha lui-même, c'est un développement d'étape. Quand vous avez obtenu véritablement le shamatha, vous l'avez pour le reste de votre vie. Le Dalai Lama, sa sainteté, dit, il dit, dans certaines circonstances exceptionnelles, vous pourriez le perdre, mais vous pouvez avoir des transformations, des changements extrêmement profonds. Et donc, quand vous avez obtenu les samadhis de shamatha, les concentrations en un point, c'est là pour vous, pour le reste de vos jours. Et donc, c'est certainement
parce que vous avez ce développement, cette transformation, tout ce que vous apprenez en appliquant ce nouveau samadhi extrêmement puissant, tout devient un développement, un stade de développement. Votre analyse ou votre investigation de la nature du monde devient la perception directe de la vacuité très rapidement sur le développement de shamatha, sur la base de shamatha. Donc shamatha est nécessaire pour faire en sorte que la vision spéciale soit stable. Et le maître Kamalashila dit aussi, sans une telle vision supérieure de la véritable nature, peu importe combien de temps vous cultivez la sérénité ou shamatha, vous ne pouvez supprimer que les afflictions manifestes. Vous ne pouvez éradiquer leurs graines. Donc c'est la grande innovation du bouddhisme dans la philosophie indienne. C'est que du temps du Bouddha, il y avait déjà des grands développements des technologies contemplatives extrêmement développées pour développer le samadhi ou shamatha. Et donc c'était considéré comme le pinacle de l'expérience spirituelle du temps du Bouddha. Que quand vous obtenez shamatha et que vous entrez dans les dhyana, les concentrations, c'était considéré comme moksha, la libération. Donc le Bouddha a découvert que parce qu'il a maîtrisé les dhyana après avoir obtenu shamatha, quand vous revenez, vous sortez de ces absorptions, les graines des afflictions sont toujours là. Et les afflictions vous attendent de pied ferme. Elles n'ont pas été transformées du tout. Simplement, vous avez juste pris des vacances par rapport aux afflictions. Et donc le Bouddha a trouvé une libération irréversible des kleshas, des afflictions. Et donc il a réalisé que pour faire cela, la vision spéciale ou vipassana est nécessaire. Et donc, du temps du Bouddha, il a une expérience profonde de l'expérience de la réalité. Et donc, les pratiques de vipassana sont fondées sur shamatha. Et donc, le Bouddha, l'innovation du Bouddha, c'est d'intégrer ces deux, shamatha et vipassana, dans une pratique unique. Pour faire la pratique de vipassana, en se fondant sur la base de shamatha, vous obtenez d'abord un état d'esprit, une conscience très vivace et très stable, et ensuite vous recherchez la nature de l'esprit, la nature des apparences qui surviennent dans cet esprit. C'est ce que dit Dujam Limpa, l'importance de vipassana à ce niveau-là. Toujours page 12. Dans l'essence du sens clair. Bref, ces pratiques, depuis shamatha jusqu'à la conscience lumineuse et consciente, et à la conscience substrat, telle qu'enseignée précédemment, constituent la phase de prendre les aspects de l'esprit comme voie. Mais tant que cette phase est séparée de vipassana, impliquant la connaissance de la nature de l'existence, cela ne vous rapproche même pas d'un cheveu de la voie vers la libération des souffrances de l'existence mondaine, ni de la voie vers l'omniscience qui libère des deux extrêmes. Ainsi, même si vous vous efforcez diligemment dans ces pratiques depuis longtemps, cela ne fait rien de plus que perpétuer le samsara. Alors comprenez comment votre vie aura certainement été passée en vain. Et donc c'était encore la grande réalisation du Bouddha, c'est que shamatha seul ne libère pas. Et que si vous focalisez vos pratiques uniquement sur shamatha, même si c'est extrêmement essentiel pour les niveaux supérieurs de réalisation, mais ce n'est que ce que vous obtenez et vous êtes séduit par la luminosité, la non-conception et la félicité de la conscience substrat. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui pourrait être meilleur que cela?
Et donc, vous vous dites, ça me correspond, c'est OK, je suis content avec ça, le samsara est bien meilleur maintenant, tant que je médite. Donc, c'est peut-être, vous avez besoin pour maintenir ce type de bonheur, c'est de rester en retraite pendant le reste de votre vie. Et de passer le plus de temps possible dans shamatha, autant que possible. Et donc, c'est ce que vous allez prendre pour le bonheur, mais malheureusement, tout ce que vous allez faire sera de planter les graines pour les renaissances dans les sphères de la forme et du sans-forme. Et vous n'aurez pas, effectivement, laissé tomber le samsara. Tout ce que vous aurez fait, c'est planter de nouvelles graines pour perpétuer le samsara. Et Lama Tsongkhapa dit dans le Lamrim Chenmo, la marque du calme mental, shamatha. Donc c'est ce que a traduit Alan Wallace. Il a dit sérénité à la place de shamatha. Nous, on a gardé ici calme mental, shamatha. Et que votre attention reste juste là où elle est placée, sans être distraite de l'objet de méditation. La marque de la vision supérieure, sans S, vision, est que vous connaissez la réalité du non-soi. Si vous vous engagez dans l'analyse avec une sagesse douée de l'équilibre méditatif de shamatha, à un état non perturbé par le laxisme et l'excitation, alors vous comprendrez la signification de la réalité. Donc là, vous l'avez. Si vous avez l'analyse de la vision spéciale ou supérieure ou pénétrante, à ce moment-là, ce sur quoi vous demeurez, c'est une attention extrêmement stable de shamatha. Et donc vos réalisations vont devenir stables. Et donc c'est pourquoi Ajit Tsongkhapa dit, et alors vous comprendrez la signification de la réalité. Et donc la pratique de shamatha implique, la pratique de vipassana implique nécessairement une enquête, une investigation. Il y a des syllogismes, par exemple, les conséquences de Arya Nagarjuna, les traités dialectiques, une méditation analytique, et qui sont le fondement de toutes les pratiques de vipassana. C'est le satipatthana, ou les quatre établissements de l'attention. C'est la base qui a été enseignée par le Bouddha dans le Satipatthana Sutra. Et donc c'est le début de la pratique de vipassana. Mais donc tout cela, c'est une question qui est posée. Qu'est-ce qui est important? C'est que vous maintenez la question dans le contexte, surtout dans cette intégration de shamatha et vipassana. Vous apportez un objet à l'esprit, très, très clairement, et avec votre conscience stable et vivace de shamatha, vous examinez de manière très proche cet objet et cette investigation de vipassana dans le décor, dans le contexte. Vous avez la question par rapport à cela, par rapport à ce phénomène, par rapport à cette apparence qui est là en face de vous. Vous examinez de manière proche. Vous faites une enquête scientifique sur cette apparence que vous voyez de manière très claire grâce à shamatha. C'est pourquoi on peut voir, je pense, que cette pratique de la simultanéité, de la tranquillité du mouvement qui prend les apparences de l'esprit comme une voie, c'est une préparation si puissante parce que nous demeurons là, nous, avec une conscience paisible qui voit les apparences au moment où elles surviennent et ces apparences adviennent de manière très claire à vous. Vous voyez ce qu'elles sont. Et donc vous pouvez vous poser la question sur ces apparences sans perturber shamatha, l'engagement de shamatha dans ces apparences. Donc c'est un morceau de conseil, une partie de conseil extrêmement utile dans les Lamrim, dans la section de Vipassana. Et donc il est dit, l'enquête de Vipassana doit toujours être dans le background de votre esprit. Elle ne devrait pas
perturber votre focalisation unipointée sur l'objet que vous examinez. Donc si votre enquête devient au premier plan, à ce moment-là, vous avez perdu l'investigation. Et donc tout ce que vous faites, c'est une méditation analytique. Et vous ne faites que raisonner. Et donc là, vous avez des explications différentes que vous pouvez défendre en débat, etc. Mais vous n'êtes pas en train d'examiner un objet particulier parce que vous avez perdu la question fondamentale. Et donc, ce qu'on est en train de faire au cours de cette retraite, c'est d'utiliser une méthode de Vipassana ou une question d'analyse. Et donc, c'est vraiment parfait pour notre pratique de prendre les apparences comme la voix. Et donc, il y a des questions qui viennent de la tradition Mahamudra, et surtout dans la tradition Mahamudra telle qu'elle a été présentée, certainement par la figure la plus importante de toutes les lignées du Mahamudra, le 9e Karmapa, Wangchu Dorje, a composé 3 textes très importants où tout le Mahamudra, la plupart du temps, tous les Mahamudras, les textes sur le Mahamudra sont des commentaires de cela. Et donc le plus grand, c'est un grand traité, c'est un volume très épais qui implique toute la voix. Ça existe en français, ça a été traduit par Christian Charrier. Et donc vous pouvez trouver, c'est l'océan du sens définitif. Et puis le texte intermédiaire, c'est éliminer les ténèbres de l'ignorance. Et le 3e et le plus bref de son texte sur les Mahamudras, c'est montrer le Dharmakaya. Et donc ces 4 points d'instruction viennent de ce texte le plus bref, montrer le Dharmakaya, son texte le plus bref sur le Mahamudra. Et donc il y a quelques années, quand on étudiait la voie spacieuse vers la libération. Et donc c'était très intéressant pour moi, c'était inspirant pour moi. Et donc immédiatement, on se posait la question, comment est-ce que ça peut être si bien intégré avec cette pratique particulière que nous faisons, de prendre les aspects de l'esprit comme une voie. Et donc, l'une des choses les plus extraordinaires, donc, l'une des choses les plus importantes, l'une des choses les plus inspirantes par rapport à ces 4 points évoqués par Wangchu Dorje, il semble pour moi que ce n'est pas que une façon très simple et précise montrant ce que nous faisons dans la simultanéité de la tranquillité du mouvement pour trancher au travers vers la sagesse primordiale. C'est aussi une description de la vue de la réalité, du point de vue de la sagesse primordiale. Et donc c'est plutôt une pratique Dzogchen qui prend le fruit sur la voie et qui utilise fondamentalement ce qu'on va essayer d'obtenir. C'est une façon d'obtenir le fruit, en fait, en prenant le fruit sur la voie. Et donc ce que dit Wangchu Dorje, le 9e Karmapa, c'est comment nous pouvons voir ces apparences au moment où elles surviennent, alors que nous demeurons dans la conscience tranquille ou immobile. Maintenant, toutes les apparences objectives sont comme l'eau et les vagues. Toutes sont des apparitions de l'esprit et sont en réalité non établies. En réalisant cela, on reconnaît
toutes les apparences comme l'esprit. C'est le premier point des 4. Quand vous observez ces apparences, basiquement, reconnaissez que vous êtes en train de rêver. Vous reconnaissez qu'elles ne sont pas des apparences de quelque chose, mais qu'elles sont simplement des apparences mentales que vous observez. Et que, en essence, quand vous êtes en train de faire cette pratique de la simultanéité de l'immobilité du mouvement, c'est faire un rêve lucide dans l'état de veille. Et donc, ça devient plutôt facile de réaliser quand vous demeurez dans cette tranquillité, cette lucidité, parce que toutes ces apparences qui surviennent, qui vous adviennent, vous les reconnaissez naturellement comme les apparences de l'esprit. Parce que c'est la définition de la lucidité. Vous reconnaissez les apparences pour ce qu'elles sont. La non-lucidité croit que l'eau, etc., les choses sur la colline, etc. Je n'ai pas très bien compris l'exemple ici, mais tout ça, on a l'impression que ça existe en vrai. Et donc ce n'est rien d'autre que les apparences de l'esprit lui-même. Donc c'est le premier point. Quand vous êtes lucide, les apparences surviennent et vous reconnaissez d'abord que ces apparences sont l'esprit. En analysant l'essence de l'esprit, en termes d'aller, de station et de survenue, il s'avère qu'il n'est pas établi comme étant quoi que ce soit. Ainsi, comme les chevaux, les éléphants dans un rêve, il n'est pas établi dans la réalité. En réalisant cela, on reconnaît que l'esprit est vide. C'est le second point. Et donc, pour chacun de ces points, nous aurons une session séparée. Et donc, on sera capable de véritablement nous focaliser sur la pratique du shamatha. Et donc, ce que nous avons fait ce matin. Et là, on va commencer aussi à examiner le point, toutes les apparences en l'esprit. Si vous deviez vraiment entrer dans cette pratique, et si vous vouliez faire cela, le point focal de votre pratique, pendant une longue retraite, très longue retraite, vous pourriez faire cela facilement. Utilisez simplement ces 4 points pour organiser toute votre étude, toutes vos recherches, les recherches et les enseignements. Tout est fondé sur ces 4 points. Et basiquement, il y a de nombreux textes différents enseignements, différents textes qui mènent à cette même réalisation, que toutes les apparences sont l'esprit. Et donc vous pouvez simplement utiliser cela plus ou moins comme étant votre principe autour duquel vous organisez votre investigation et vous enrichissez votre expérience de shamatha. Et quand vous demeurez en observant ces apparences, et vous avez de plus en plus d'une compréhension profonde du fait que ces apparences sont l'esprit. J'observe l'esprit. Je n'observe pas quelque chose de concret externe, un objet concret externe. C'est juste l'esprit. Cette apparence n'a pas plus de substantialité qu'une apparence onirique. Et donc, le second point que vous pourriez utiliser pour organiser toutes vos investigations de Vipassana et vos études et là, votre recherche d'enseignement, c'est la vacuité de l'esprit. Il pourrait y avoir une tentation, dit Gyatso Rinpoche, qu'une fois que vous avez reconnu que toutes les apparences sont l'esprit, vous pourriez réifier l'esprit et dire « Ah, donc c'est l'esprit qui doit être l'identité irréductible de ce que je suis. Et c'est cela. Et donc ça va être une vue de Chittamatra, où vous allez devenir un pratiquant de la vue de Chittamatra. Parce que
dans le sens où les objets et l'esprit sont d'une substance, une même substance, entité substantielle. Et donc vous allez réaliser que les apparences sont l'esprit, et donc l'esprit est vide. Dans ce cas-là, il faut réaliser cela pour ne pas être Chittamatra. Et donc, le troisième point, c'est un point qui est vraiment distinctement Dzogchen et Mahamudra. Parce que cela va directement dans la différence entre les écoles Nyingma et Sarma, nous anciennes et nouvelles, sur ce qu'est la vacuité. Et donc la plupart des écoles Sarma qui expliquent le Mahamudra, la vacuité est décrite du point de vue prasangika comme une simple absence, une simple négation ou une négation non affirmative. Et donc dans la pratique du Dzogchen, et donc ici, du point de vue prasangika, il n'y a pas de qualité positive. Il n'y a pas de vacuité générique, mais chaque objet a sa vacuité, sa propre vacuité. Et donc la vacuité, c'est la vacuité d'un objet particulier. Et donc dans le Dzogchen et le Mahamudra, la vacuité est quelque chose de différent. Ici, c'est ce que décrit Wangchu Dorje. De l'état de vacuité, de clarté, de limpidité dans une grande joie incessante, il surgit spontanément en tant qu'apparence multiple, comme les reflets de la lune dans l'eau. En réalisant cela, on reconnaît la vacuité comme étant l'actualisation spontanée, c'est le point numéro 3. Donc ici, la vacuité n'est pas une simple absence. Mais la vacuité est l'espace ultime des phénomènes. C'est l'espace qui n'est pas duel par rapport à la luminosité quand vous demeurez dans la conscience primordiale. C'est la base ultime à partir de laquelle toutes les apparences surviennent. Et donc c'est presque l'opposé d'une pure absence. C'est une potentialité de tout qui peut se manifester possiblement va être dans cette base. Le potentiel pour que cela qui permet que toutes ces apparences surviennent. Donc ici, la vacuité n'est pas une pure absence, mais c'est une actualisation spontanée, une survenue spontanée des apparences. Ainsi, de la simple actualisation spontanée, la survenue et la libération se produisent spontanément, sans vaciller de la grande félicité immuable qui est claire, vide, spontanée et libre d'élaboration, comme un serpent qui démêle ses propres nœuds. En certifiant ceci, on reconnaît l'actualisation spontanée, le quatrième point. On reconnaît l'actualisation spontanée comme étant autolibératrice. Donc, toutes ces apparences qui surviennent de la vacuité comme étant l'esprit sont aussi autolibérées. C'est de manière spontanée. Et donc c'est pourquoi ici les apparences ne sont pas le problème, parce que elles ont une durée de vie temporaire. Elles naissent de la base et se dissolvent dans la base. Et donc, quand nous demeurons de manière vive dans la pratique du shamatha, observant les apparences qui surviennent, dans cette conscience stable et vivace, on peut simplement les observer, les regarder. Et on a cette investigation dans un coin de notre esprit. On observe si ces apparences sont l'esprit. Et c'est facile à voir, en fait, parce que vous observez l'espace de l'esprit et ses apparences, de ce point de vue-là, deviennent extrêmement familières dans l'espace de l'esprit.
La conscience est paisible, lumineuse, spacieuse, limpide, et donc vous observez cet espace de l'esprit et les mouvements surviennent dans cet espace. Vous reconnaissez que ces apparences surviennent au sein de cet espace. Elles ne sont rien d'autre que cet espace. Et donc elles sont les vagues sur l'eau, sur l'océan. Les vagues ne sont rien d'autre que l'eau de l'océan lui-même. Il n'y a pas de dualité entre l'eau et l'océan, entre les vagues et l'océan. Et donc ici, on a ici un exemple pour notre pratique de Vipassana. Donc toutes les apparences sont l'esprit. Et donc ça c'est du point de vue du Dzogchen. Dans le texte Vajra Essence, essence adamantine, c'est un autre texte qu'on étudie de Dudjom Lingpa qui a été transmis par Guru Rinpoche sous la forme du Vajra né du lotus. Et donc le Vajra né du lotus, du lac, dit, où en fait, dans la vision qui est apparue à Dudjom Lingpa, c'est une terre pure qui est apparue. Il y a Padmasambhava qui enseigne et il y a un groupe de disciples opérationnels qui posent la question. L'un des disciples qui s'appelle Faculté de luminosité demanda au maître Bhagavan s'ils ne sont pas établis comme étant réels, mais sont irréels de cette façon, de quoi tous les phénomènes surgissent-ils et apparaissent-ils? Puisse le maître expliquer. Jusqu'à maintenant, l'emphase a été mise, le Bhagavan enseigne cette présentation, et donc la vacuité. Et donc, ici, la faculté de luminosité demande, et donc si les choses sont vides, comment est-ce qu'elles surviennent? De quoi surviennent-ils? Et donc le Vajrané du lac répond aux facultés de luminosité. La saisie d'une identité agit comme cause première et la conceptualisation comme condition contributive, grâce auxquelles les phénomènes apparaissent comme de simples apparences. Lorsque... okay. Sorry, I don't have this sentence. I don't know why. Okay, thank you. I had the previous one, but this is missing. Aux facultés de luminosité, la saisie d'une identité agit comme cause première et la conceptualisation comme condition contributive, grâce auxquelles les phénomènes apparaissent comme de simples apparences. Quand il y a un mouvement initial de conscience qui se dirige vers un objet, les apparences surviennent soudainement. Mais donc ici, vous l'avez exactement. Qu'est-ce que la production dépendante? La production dépendante, et tout implique toujours, quand on parle de production dépendante au sens littéral, oui, ça concerne les causes et les effets. Et donc, est-ce que les effets ont une existence propre de leur propre côté, ou est-ce qu'ils sont survenus en dépendance de causes et conditions? Et donc, les deux, la production dépendante est la preuve de cette vacuité, et la vacuité implique l'existence dépendante. Quelque chose existe en dépendance. Et donc, ça, c'est la cause première. C'est la saisie d'un jeu. Et donc, c'est ce que nous avons vu quand on parlait de l'architecture de l'esprit impur. Il y avait le tableau. On avait l'esprit impur décrivait comment le samsara, les apparences du samsara venaient à l'existence. Donc c'était avec l'absence de conscience du substrat, la
nature lumineuse de la conscience substrat qui fait que les apparences sont possibles. Et le troisième élément, c'était Klishta-manas, le mental afflictif. Et c'est la sensation innée de dire « je suis », le sens du jeu. Et ici, c'est ce que dit le Vajrayana du lac. De cela, toutes les mentations, toutes les consciences mentales surviennent. Donc ici, mentation, ça veut dire conscience mentale dans le tableau. Et donc toutes ces conceptualisations qui adviennent dans la conscience mentale, elles réifient, elles saisissent les apparences comme étant réelles. Et de cela, toutes les afflictions surviennent. Et donc ici, le Vajrayana du lac dit, c'est la cause première de toutes les apparences. C'est la saisie d'un jeu. Et ensuite, la condition coopérative ou contributive, c'est la conceptualisation. Il continue. Tous les phénomènes ne sont que des apparences, résultant d'événements liés en dépendance, et rien de plus. Il n'y a certainement rien qui existe véritablement de son propre côté. Il continue vers une description brève de cette architecture de l'esprit impur. Lorsque la conscience de l'état de veille émerge progressivement à partir du substrat, il y a d'abord la conscience du substrat, suivie de la mentation afflictive, de la mentation et de diverses apparences. Sans le sens du soi introduit par la mentation afflictive, Klishta-manas, aussi appelé le faiseur du jeu, Ahamkara en sanskrit. Yes. Ahamkara en sanskrit. Aucune apparence ne peut survenir. Cette saisie séquentielle de l'identité se produit à un niveau primitif. La conceptualisation qui suit est secondaire. Par la combinaison de ces deux facteurs, la cause première et la condition contributive, toutes les apparences se manifestent. Et donc ici, vous pouvez voir que jusqu'à maintenant, tout, donc les causes premières et les conditions secondaires de la conceptualisation sont des aspects de l'esprit. Donc toutes les apparences dépendent des aspects de l'esprit. Et donc Wangchuk Dorje dit toutes les apparences sont l'esprit. Vous pouvez voir exactement pourquoi c'est vrai. Parce que toutes les apparences dépendent des causes premières de « je suis ». Et les causes secondaires de toutes les conceptualisations qui s'en suivent. Et donc plusieurs autres citations de grands textes. C'est là de Karma Chakme, un autre très grand maître du Mahamudra dans le chemin spacieux vers la liberté. Quand il y a le soi, il y a le discernement des autres. L'attachement et l'aversion se manifestent à l'égard des camps soi et les autres. Et en relation, nous nous construisons, donc là c'est la suite de la phrase, ça se suit en fait. En relation, nous nous construisons comme si nous étions véritablement existants et nous fabriquons un environnement tangible, véritablement existant autour de nous. Et donc nous saisissons un jeu existant en soi, et de cette saisie d'un jeu inhérent, tout le reste des apparences surviennent. Et donc nous saisissons cela comme existant de manière inhérente, exactement que nous saisissons ce jeu de manière inhérente, de manière intrinsèque. Et donc nous scindons la réalité en deux, jeux ici et les objets là. Mais les objets sont extrêmement distincts de moi. C'est l'illusion fondamentale, dans le sens où l'apparence des autres serait autre que moi. Dans la vue éveillée de Samantabhadra, c'est un texte dans lequel Samantabhadra
Kuntu Sampo, le Bouddha primordial, enseigne directement à Tujong Lemba et aux disciples opérationnels. Samantabhadra dit « Ô fils de la famille, voici comment distinguer entre l'esprit et la conscience primordiale. L'esprit est la nature essentielle du samsara. Sa cause est l'ignorance. Ses apparitions illusoires sont les apparences. Ses expressions créatives sont les pensées. Et ses manifestations sont une réalité trompeuse. » Donc le Bouddha lui-même commente cela dans la perfection de sagesse en 25 000 versets. Le Bouddha dit « Subhuti ». Un bodhisattva passe en revue tous les phénomènes comme similaires à une apparition. Un rêve, un mirage, un écho, une image, un reflet de la lune sur l'eau, une création magique, une cité de Gandharva. Même le nirvana, dis-je, est comme un rêve, comme une illusion. Si je pouvais appréhender un phénomène plus noble que le nirvana, de cela aussi, je dirais que c'est comme un rêve, comme une illusion. Le Seigneur a dit que le rêve et l'état de veille sont indistincts. Donc ça, j'ai pas la phrase non plus. Donc, il doit d'abord se réveiller dans le rêve et se réveiller du rêve. On doit reconnaître d'abord que toutes les apparences sont l'esprit. Et donc, on tranche à travers cela. Et on continue notre investigation et on réalise que l'esprit lui-même est vide. Et on tranche à travers le rêve lui-même. D'abord, nous réalisons que les apparences sont le rêve et nous tranchons le rêve lui-même. Et donc, pour ne pas tomber dans un des extrêmes, l'abîme du nihilisme, est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité physique du tout? La réalité physique, on va dire le monde physique, est créé par des causes physiques, des causes et conditions physiques, plutôt que des causes substantielles mentales. Et donc c'est pourquoi ici le monde est tellement bien décrit par la science, toutes ces interrelations qui vont produire mutuellement le monde physique, les phénomènes physiques. Mais est-ce qu'on voit des phénomènes physiques, quelque chose qui soit autre chose qu'une apparence à l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire de dire un phénomène physique réel qui serait indépendant de l'apparence qu'on en a? C'est ce qu'a dit Heisenberg. Il a dit il ne faut pas attribuer l'existence à quelque chose qui est par principe inconnaissable. Ça ne veut rien dire. Parce que c'est inconnaissable. Non, vous devez simplement dire que ça n'existe pas. Et donc le monde qui existerait de manière indépendante de la perception, le monde de la physique classique, dans lequel tous les points de la physique, c'était d'essayer, tout le but de la physique, c'était d'essayer à la vue de Dieu, du monde, la vue divine du monde, on pourrait dire. Et donc que les êtres humains ne regardent pas. Et donc c'est pourquoi beaucoup de physiciens étaient aussi des théologiens. Et donc on essaie d'obtenir l'esprit de Dieu au travers du monde, à travers de la perception de sa création et de comprendre précisément et mesurer précisément ce monde. Et donc c'était le but de la physique première, c'est d'avoir une vue de la réalité que personne n'observait. Et donc la grande révolution dans le XXe siècle de la physique, c'était que c'est impossible. Vous ne pouvez pas dire qu'un tel monde existe
Parce que ça n'a pas de sens de poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel type de réalité existe quand personne ne l'aperçoit? Quand personne ne l'aperçoit. Cela ne fait pas sens. Et donc, est-ce qu'il y a un monde physique? Le monde physique va nous apparaître à chacun d'entre nous comme une apparence individualisée. Et donc, nous avons certaines bases communes. Par exemple, nous savons que ça, c'est la couleur rouge, parce que nous sommes entraînés depuis tout jeune par notre mère, qui nous a dit « Hé, Dougie, ça c'est rouge. Est-ce que tu peux dire rouge ?» Très bien, très bien. Et donc chacun d'entre nous, nous sommes passés par les mêmes expériences, le même entraînement. Ça, c'est rouge. Mais comment je sais que votre expérience de cela, de cette couleur, est la même que la mienne? Parce que nous avons une opinion convergente. Et à quoi cela ressemble pour un chien? Ou pour n'importe quel autre mammifère, dirions-nous. La plupart des mammifères voient le monde sans couleur. Il n'y a pas de couleur du tout. Ils voient le monde en noir et blanc. Et donc c'est pourquoi là c'était par rapport à une perception d'un animal qui essayait de tuer un autre animal, etc. Et donc il y a certaines abeilles, par exemple, tous les animaux qui pollinisent voient des couleurs pour les fleurs. Mais la plupart des mammifères, par contre, eux, ne voient pas les couleurs. Donc le monde à l'extérieur est le même, mais l'apparence est différente. On pourra avoir des différences de perception en dépendance de notre angle de perception, de notre localisation, etc. Et donc il y a quand même des individualités. À quoi cela ressemble pour un serpent, par exemple? Surtout un serpent à sonnette, un cobra, pas un cobra, comment ça s'appelle, un crotal. On n'en a pas ici en Europe. C'est dans la classe des vipères. Et donc, les vipères, par exemple, voient les infrarouges. Ils ont certains organes près du nez. Et donc, ils voient simplement des nuances d'infrarouge. Et les chauves-souris, c'est par rapport aux localisations. C'est un sonar. Ils envoient un son, un ultrason, qui se réfléchit sur un objet et qui leur revient. C'est la façon dont ils perçoivent le monde. Donc la réalité physique est la même pour tous les êtres, les causes et les conditions qui engendrent tout cela. Mais chacun d'entre nous, tous les êtres, perçoivent le monde de manière différente. Les apparences qui surviennent à mon esprit est tellement différente de l'apparence qui advient à l'esprit d'une chauve-souris. On pourrait dire c'est la même, mais ce sont les mêmes causes et conditions. Mais l'apparence est complètement individuelle. C'est les apparences qui me sont propres. Et donc toutes les apparences sont l'esprit, même s'il y a une réalité physique qui est quelque chose d'autre. Sa sainteté, le Dalai Lama, a dit quelque chose de très intéressant. Et donc ça pourrait être dans... Donc sa sainteté dit n'être pas satisfait par les apparences, ne pas être satisfait par les apparences des phénomènes. Nous saisissons ces phénomènes comme existant de manière inhérente. Et imaginez simplement la différence dans votre perception du monde et dans votre expérience du monde. Si vous étiez satisfait par les apparences,
en simplement reconnaissant qu'elles ne sont que des apparences. Ces apparences sont l'esprit, plutôt que des apparences de quelque chose. Parce que normalement, ce que nous faisons, c'est que nous prenons ces apparences qui surviennent, qui nous arrivent, comme étant l'apparence de quelque chose qui existe de manière indépendante de mon esprit. Et moi, j'ai une image véritable et réelle de cela. Et j'aime ce qu'est cette chose particulière. Et donc, je veux l'avoir, je veux la posséder, parce que je pense que c'est une cause de mon bonheur, de l'avoir, de la posséder. Et donc, on saisit des choses extérieures comme si elles existaient de manière réelle, parce que nous ne sommes pas satisfaits par les simples apparences. Et donc, c'est beaucoup moins cher d'être satisfait par les simples apparences, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'avoir une Mercedes pour être heureux. Vous pouvez tout simplement être heureux. Et vous avez l'apparence d'une Mercedes dans votre esprit. Vous reconnaissez que la Mercedes, c'est juste une image dans l'esprit. Et donc, elle ne fera rien d'autre que d'être une image dans l'esprit. Yangtang Rinpoche, qui à nouveau est un très grand maître Dzogchen qui est décédé récemment, dans le Sikkim, l'un des maîtres Dzogchen de Lama Alan, un autre de ces grands lamas qui avait été emprisonné par les Chinois pendant 17 ans. Et donc c'est incroyable de penser que les Chinois ont essayé d'éliminer le bouddhisme au Tibet en les enfermant et en torturant ces maîtres extraordinaires simplement parce que c'était des lamas. Ils étaient torturés parce qu'ils étaient reconnus comme étant des grands pratiquants. Et ça n'a pas marché. Et ça a certainement créé un chaos pour le Dharma au Tibet. Mais il y a tellement de nombreuses histoires qui sont venues de cela. Quand ces lamas ont finalement été libérés de prison, certains d'entre eux sont venus en Occident et sont devenus des grands maîtres en Occident. Vous avez toutes les traditions qui ont des exemples de cela. Et donc quand ces enseignants utilisent les expériences de la prison et même la torture dont ils souffraient en prison comme une façon de développer leur pratique du Dharma, sont devenus des grands pratiquants extraordinaires. Et donc nombre d'entre eux ont développé et ont eu des disciples. Par exemple, il y avait Khenpo Munsel, qui était l'enseignant de Tachi Rinpoche. Et donc, ils ont été en prison ensemble et ils sont devenus des grands pratiquants. Et ces retraites dans les camps de concentration, c'était des retraites pour eux. Et donc, Yangtang Rinpoche était l'un d'eux et il avait été reconnu par tous ces contemporains de la lignée Nyingmapa comme un Vidyadhara, un détenteur de Rigpa, un détenteur de la conscience primordiale, quelqu'un qui a stabilisé Rigpa, la conscience primordiale. Et c'était quelqu'un qui était dit comme quand les personnes qui étaient en prison manquaient de nourriture, ils manifestaient de la nourriture pour eux, et donc il émanait. Il s'émanait en dehors de la porte. Et les Chinois essayaient de le ramener dans la prison parce qu'ils pensaient qu'il s'était échappé, mais en fait il s'émanait. Et donc en fait il jouait avec leur esprit. C'est ce que Yangtang Rinpoche avait à dire sur cette question. Dans un résumé de la vue, de la méditation et de la conduite, page 14, le premier moment de la prise de conscience perceptuelle est généralement correct. Par exemple, en regardant un arbre, ce tout premier moment de prise de conscience est correct. Il ne fait pas d'erreur. Mais les erreurs se produisent toujours dès le deuxième moment de la prise de conscience.
Il est donc important de ne pas laisser ces erreurs se poursuivre. Le premier moment est comme un muet, quelqu'un qui ne peut pas parler, mais peut tout voir. Donc vous ne parlez pas mentalement à la réalité, vous l'expérimentez simplement. Le deuxième moment, celui de la conceptualisation, c'est comme quelqu'un qui est aveugle, mais qui peut très bien parler. Si vous laissez l'esprit conceptuel continuer, cela mène aux distractions, à la saisie dualiste et à l'illusion. Comment est-ce qu'on peut investiguer ce second moment de perception et voir la différence? Ça, c'est la puissance de la pratique du shamatha aussi. C'est que on va se demander en méditation, est-ce qu'on peut véritablement voir la différence entre le premier moment de perception, qui est OK, qui est correct, et le second moment de perception? Parce qu'il y a un intervalle entre ces deux. Elles adviennent de manière extrêmement rapide ensemble, de manière séquentielle. Est-ce que cet intervalle entre les deux peut être perceptible quand on développe cette vivacité, cette limpidité de shamatha? Vous pouvez véritablement observer le processus, l'apparence d'une perception qui est OK. C'est vrai, ça va, c'est là, c'est tout ce qu'il y a juste une perception. Et vous pouvez véritablement observer la conceptualisation survenir. Et si cela survient, vous observez cette production dépendante en action, en activité. Et donc, ce que vous pouvez reconnaître aussi, c'est que sans la conceptualisation, souvenez-vous de ce qu'a dit Samantabhadra, la conceptualisation est la condition contributive au fait que les apparences surviennent. Donc, s'il n'y a pas de conceptualisation, est-ce qu'il y a une apparence? Non. C'est probablement pourquoi, quand nous bougeons du deuxième type d'attention, qui est l'attention manifeste, vers l'absence d'apparence, dans l'absence d'attention, la raison pour laquelle progressivement, au fur et à mesure que vous développez cela, il n'y a plus d'apparence. Quand vous obtenez le troisième type d'attention, il n'y a pas de conceptualisation, parce que vous demeurez totalement en haut du tableau dans la conscience substrat, ou plutôt quelque chose comme qui ressemble avant que la conceptualisation se forme. Et donc il n'y a pas d'apparence. Donc c'est vraiment la puissance de l'intégration de shamatha et vipassana, parce que cela nous permet d'observer le processus. Et donc c'est très très utile de comprendre la vacuité. Et quand vous comprenez la vacuité, vous comprenez comment les choses n'existent pas. Comment les choses n'existent pas? Elles n'existent pas de manière existante, de manière inhérente. Ce ne sont pas des choses qui existent, qui sont des objets existants de manière inhérente. Mais l'existence dépendante, c'est la description du processus sur la façon dont les choses existent. Donc les choses existent comme des apparences. Et on peut véritablement voir la production dépendante, l'esprit conceptuel qui fonctionne pendant qu'on observe l'esprit. On peut observer la production dépendante qui crée un objet. C'est comment Dujom Lingpa décrit cela dans son texte.
One more time, please. Le dharma dingue d'un idiot qui est habillé dans la boue et les plumes. Nous, on a juste de la boue et des plumes. Ici, dans le texte, dans les titres. C'est un texte extraordinaire. Est composé par un maître extraordinaire. Il dit, en général, le monde physique tout entier et ses habitants, avec toutes leurs formes, couleurs, contours et apparences, qui sont issus des 5 éléments, sont vides de leur propre identité, disparaissent dans l'étendue de l'espace, comme les nuages et la brume. Donc c'est page 15 au milieu. Mais même si vous savez qu'ils sont primordialement vides de leur propre côté, si vous ne les reconnaissez pas comme sujet et objet de la pensée dualiste, il n'y a aucun bénéfice ou mal. Et il continue comme un mendiant qui regarde le coffre au trésor de quelqu'un d'autre. Votre connaissance de la simple vacuité des phénomènes est inutile et triviale. Donc, si vous n'êtes pas capable de véritablement regarder et de comprendre la production dépendante, et simplement connaître que les choses n'ont pas de nature propre, ce n'est pas du tout bénéfique pour vous dans votre quotidien. Arya Nagarjuna dit dans la précieuse guirlande de conseils, lorsque la vacuité est rigoureusement connue, les vues malsaines, les émotions afflictives sont purifiées en profondeur. Par quel moyen la vacuité est-elle connue? Elle est connue par le fait de voir l'existence dépendante. Le Bouddha, connaisseur suprême de la réalité, a dit « Ce qui est produit en dépendance n'est pas produit intrinsèquement. » Et donc c'est intéressant. Arya Nagarjuna dit « La vacuité est connue au moyen de voir l'existence dépendante. » Vous connaissez la vacuité, vous voyez l'existence dépendante. Et donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Lama Tsongkhapa dit sur ce même sujet, dès que vous reconnaissez l'infaillibilité de l'origine dépendante, votre compréhension détruit toute saisie d'objets réels, alors votre analyse de la vue correcte est parachevée. Et donc, l'existence dépendante, comment les choses véritablement existent dans la convention et comment les choses existent véritablement. Et donc, il est dit dans la philosophie Madhyamaka, la voie médiane, il y a 3 points nécessaires pour que les choses existent, qui mènent les choses à leur existence. D'abord, il faut les causes et les conditions. Et vous pourriez dire, les causes et les conditions, elles engendrent une base. Et donc sur ces parties, sur la base de ces parties, il y a le deuxième type de production dépendante, le troisième type de production dépendante qui est la désignation dépendante. Donc vous avez d'abord les causes et les effets, les parties, et ensuite en dépendance de ces parties, vous avez une désignation dépendante. Et les choses donc adviennent en dépendance. Et donc une chose pourrait être produite uniquement sur la base de causes et conditions et de parties constituantes. Pourquoi est-ce que l'apparence de cela, de cette issue ici, pourquoi est-ce que cela ne
ne pourrez pas faire en sorte que cela apparaisse de la même façon pour moi que pour une chauve-souris, puisque là, ce sont juste des choses physiques. Et donc, ce qui est très important, et le plus important, la clé ici de l'existence dépendante du point de vue Madhyamaka, c'est le troisième élément qui est la désignation dépendante, la désignation conceptuelle. Et donc, en dépendance de cette désignation conceptuelle, vous voyez que chacun d'entre nous désigne conceptuellement les choses, les apparences individuelles qui nous apparaissent, la culture dans laquelle nous avons grandi, etc. Tout cela va être des causes et conditions qui vont faire en sorte que nous désignions conceptuellement ceci et cela. Il y a aussi le karma. On va dire de nombreuses causes et conditions sont là qui vont produire la désignation conceptuelle. Donc, véritablement, cela, pour chacun d'entre nous, cela nous place dans notre univers individuel, au sein de notre univers. Il y a une correspondance, je pense, entre le bouddhisme et la physique contemporaine, qui dit qu'il n'y a pas d'univers. Univers, ça veut dire un univers dans lequel on habiterait, mais en fait il y a un multivers. Et dans le bouddhisme, l'implication c'est que fondamentalement nous avons des multivers. Chacun d'entre nous est le centre de son propre multivers. On pourrait dire que nous sommes le centre de notre propre mandala. Mais ça ne veut pas dire que je sois le seul. Parce que vous existez aussi de la même façon que moi j'existe. Vous êtes au centre de votre mandala, je suis au centre de mon mandala. Et donc, grâce à l'interdépendance de nos mandalas, nous devenons tous des causes et conditions pour chacun d'entre nous aussi. Et donc il y a cet entrelac véritable de mandala qui nous permet de vivre dans une société et d'avoir une culture commune. Mais fondamentalement, nous sommes tous en train d'habiter notre propre univers individuel. Dudjom Limpa, dans son analyse de la production dépendante et du rôle de la conceptualisation, emploie l'exemple d'un pot de terre cuite. Et il dit quand un pot de terre cuite devient un pot. Et donc on commence avec un tas de terre cuite, d'argile. Et ensuite, on forme ceci, sous la forme d'un pot. Mais est-ce que l'argile avec laquelle on utilise le pot, est-ce qu'elle cesse d'exister quand le pot prend les formes d'un pot? Est-ce que ces formes deviennent le pot? Ou est-ce que quand il a été cuit dans un four, est-ce que c'est là que ça devient un pot? Ou quand il a été quand on met un vernis, etc., quand on pose le vernis sur le pot, est-ce que c'est là qu'elle devient un pot? Ou quand il est utilisé comme un pot, est-ce que c'est là qu'il devient un pot? Et donc quand cette argile avec laquelle on commence devient un pot, est-ce que vous pouvez trouver un point particulier dans ce processus où vous pouvez dire ça, c'est le pot? Et dans la philosophie madhyamika, la réponse c'est que ça devient un pot quand vous l'appelez un pot, quand vous le désignez, le dénommez pot, et quand vous conceptuellement le désignez comme un pot. Et pour de nombreux êtres qui sont au centre du mandala, cet ensemble d'argile ne deviendra jamais un pot, parce qu'ils ne vont jamais conceptuellement désigner ce pot.
Pour un chien, c'est juste un jeu, par exemple. Pourquoi pas un jouet? Pourquoi pas? Mais ça ne sera pas un pot. Et donc finalement, avant que nous prenions une pause, regardez votre papier, vos textes, et vous voyez cette image en bas de la page 15. Et essayez d'y regarder et vous demandez qu'est-ce que c'est. Il y a deux. Et donc ça c'est intéressant. C'est une image facile. Pour faire cette expérience, c'est assez familier pour beaucoup d'entre vous. Mais même si c'est déjà familier, regardez cette image et observez cela. Essayez de vous rapprocher, de vous mettre à distance, etc. C'est une expérience assez troublante de voir, de voir que l'esprit crée l'objet. Est-ce que c'est un canard? Il y avait une technique. Je me souviens qu'il y avait Duck Walk en classe. Donc c'est un canard. Est-ce que c'est un canard? Ou est-ce que c'est un lapin? Lequel des deux c'est? Est-ce que ça peut être deux choses en même temps? Et non, ce n'est pas. Et donc c'est juste quand vous essayez cela vient, c'est soit l'un soit l'autre. Donc c'est très utile de voir, de simplement se familiariser avec cela et de reconnaître le moment où ça devient un canard, le moment où ça devient un lièvre. Qu'est-ce que c'est? Et donc, ce qui est impliqué là-dedans? Est-ce que ce sont les lignes qui changent sur le papier? Est-ce que ce sont les causes et les conditions qui sont différentes? Est-ce que c'est la base d'imputation qui est différente, l'ensemble des parties, etc.? Est-ce que c'est différent? Ce sont les mêmes, le papier n'a pas changé. Enfin, le papier, c'est le même continuum de papier. Ce qui est différent, c'est le troisième élément, c'est la désignation conceptuelle. Et cela advient instantanément, n'est-ce pas? Ça change, paf, pif, paf. Et donc, quand vous faites votre pratique de shamatha, et donc pour le reste de la retraite, c'est une façon extrêmement puissante de reconnaître ce premier point évoqué par Wangchu Dorje, le 9e Karmapa. Toutes les apparences sont l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les apparences dépendent d'abord de cause première, qui est Klishta-manas, je suis. Ça divise le monde, la réalité en sujet et objet. Donc c'est la première cause. Ensuite, les seconds facteurs, c'est la désignation conceptuelle. Qu'est-ce que fait la désignation conceptuelle? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est voir le premier moment? Par exemple, Yang Tong Rinpoche a évoqué c'est OK, le premier moment. Et au second moment, qu'est-ce qui arrive au second moment? C'est là. Ça devient un canard. Ça devient un lapin. Et donc vous pouvez le voir et l'expérimenter. Alors que vous êtes en train d'observer ces apparences qui surviennent. Et donc c'est toujours au sein de votre conscience vivace. Et donc on va revenir après 6 minutes de pause. On va revenir à 11 heures. Commencez par établir le corps dans son état naturel. Libérez toutes les tensions physiques, où qu'elles se trouvent, et libérez-les dans l'expire.
Vous trouvez l'aise, relaxée, détendue du corps. De cette aise détendue, cela mène à un contentement qui permet au corps de demeurer tranquille. Et donc, avec la détente du corps, on a libéré les tensions. On permet de libérer la saisie par rapport au corps. Les images du corps. La désignation qui dit « c'est mon corps ». Le sens du jeu qu'on pourrait trouver dans le corps. Libérez tout cela dans l'espace avec l'expire. Et découvrez l'état naturel du corps, au-delà de toute conceptualisation. Vous connaissez le corps au travers des sensations tactiles. Ces sensations tactiles elles-mêmes sont ce qu'a dit Yangtang Rinpoche. Elles sont OK. Si vous connaissez les sensations tactiles du corps et que vous avez libéré tout type de corps conceptuel, les sensations que vous expérimentez dans le corps peuvent être expérimentées comme étant simplement survenant dans l'espace, sans possesseur. Établissez la parole dans son état naturel. L'état naturel n'est pas conceptuel. C'est le silence non conceptuel. Tout ce bavardage incessant de l'esprit dépend d'abord du sens du « je suis ». Et aussi de toutes les conceptualisations. Demeurez dans l'état naturel,
au-delà du ressenti de je suis, l'état naturel de la parole. Et établissez l'esprit dans son état naturel, qui est la pure conscience, lumineuse et cognitive, paisible et spacieuse. C'est l'espace de la conscience dans lequel toutes les conceptualisations surviennent, même cette apparence du « je suis » survient au sein de cette conscience spacieuse. Et quand vous reposez dans cet état naturel de l'esprit, les apparences vont naturellement survenir. Et au fur et à mesure que ces apparences surviennent, tout d'abord, reconnaissez la différence entre la tranquillité de votre conscience et le mouvement de ces apparences qui surviennent au sein de cet espace immobile. De la même façon le mouvement d'un oiseau traverse le ciel ne met pas le ciel en mouvement. Connaissez la différence entre l'immobilité de la conscience et ces mouvements qui surviennent, qui vont. Et au fur et à mesure que ces apparences continuent de survenir, dans la conscience spacieuse immobile, ayez l'expérience simultanée de la tranquillité de la conscience qui connaît le mouvement de ces apparences.
Votre conscience immobile est mise en mouvement quand vous saisissez l'une ou l'autre de ces apparences. Tout d'abord comme étant des apparences autres. Elle conceptualise cela, ces apparences. Elle les nomme, les identifie, préfère que cela vienne ou que cela parte. Et elle va vagabonder avec ces apparences. La conscience spacieuse se réduit à la taille de ces apparences. Et vous êtes en train d'errer dans un rêve infini. Donc pour maintenir la tranquillité de la conscience, une impartialité radicale est nécessaire, dans laquelle vous ne préférez pas ces apparences ou d'autres, quelles qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. Laissez-les être. Laissez-les être et elles vont partir. Alors que votre conscience demeure immobile. Donc cette impartialité radicale qui maintient votre pratique de shamatha dépend de vipassana. Connaître la nature de ces apparences. Et donc tout d'abord, reconnaissez que ces apparences qui sont survenues, c'est l'esprit. Ce n'est pas plus substantiel qu'un rêve. Donc il n'y a rien à s'accrocher. Voyez cela pour ce que c'est. Simplement des apparences insubstantielles de l'esprit lui-même. Être capable d'être conscient simultanément de la tranquillité de la conscience
et du mouvement des apparences. C'est comme être équilibré sur le bord d'un précipice. Et vous pouvez trouver ce point très subtil d'équilibre. Quand votre esprit a été en train de vagabonder, et au lieu de vous réveiller du rêve, laissez le rêve continuer. Laissez le flot des apparences continuer à s'écouler. Les apparences ne sont jamais le problème. Les apparences ne vont jamais être la cause de votre vagabondage. C'est simplement l'absence de lucidité. Ajoutez une pincée de lucidité en connaissant simplement ces apparences pour ce qu'elles sont. Et demeurez dans cette conscience, qui est l'expérience d'un rêve lucide à l'état de veille. Et donc, quand vous trouvez cet endroit extrêmement subtil qui semble être le fait de rêver lucidement à l'état d'éveil, et donc cela semble extrêmement apparenté au fait que les apparences qui surviennent sont des apparences de rêve. Toutes ces apparences sont l'esprit.
pleasant or unpleasant this appearance. Just let it be. Let it be and it will go. While your awareness remains still. And this radical impartiality that supports your shamatha practice depends on vipassana, knowing the nature of this appearance. So first of all, recognize that this appearance that has arisen is mind. It is nothing more substantial than a dream appearance. And so there is nothing to grasp to. View it for what it is. Only an insubstantial appearance of mind itself. Being able to be simultaneously aware of the stillness of awareness and the movement of appearances is like being balanced on the edge of a knife. And you can find that very subtle point of balance after your mind has been wandering. And instead of waking up from the dream, let the dream continue. Let this flow of appearances flow on. The appearances are never the problem. And the appearances were not the cause
cause of your wandering. It was simply the lack of lucidity. So add a light touch of lucidity, simply knowing these appearances for what they are. And rest in this stillness of awareness. Which is the experience of lucid dreaming in the waking state. And then when you find this very subtle spot that feels like lucid dreaming in the waking state, then it becomes very apparent to you that these appearances that are arising are dream appearances. All appearances are aligned.